ma belle-mère a détourné mon mariage en descendant l'allée sur un cheval blanc dans une robe de mariée pour me voler la vedette, alors j'ai planifié une humiliation publique qu'elle ne pourrait jamais oublier ni pardonner. J'ai entendu les halètements avant de voir quoi que ce soit. Ma demoiselle d'honneur, Jess, est revenue en courant par les portes du vestibule, son bouquet écrasé contre sa poitrine, chuchotant un seul mot comme si cela pouvait ne pas être réel si elle le disait assez doucement. Cheval. Je me suis figé sous mon propre voile, une main agrippant toujours le bras de mon père. Puis j'ai entendu des sabots sur le gravier. Eleanor, ma nouvelle belle-mère, descendait l'allée de mon mariage sur un cheval blanc, non pas en marchant à côté, mais en le montant en Amazone dans une robe crème qui captait la lumière de l'après-midi exactement comme le fait le satin de mariée. Suffisamment proche pour tromper la moitié des invités pendant 3 bonnes secondes avant que quiconque ne comprenne ce qui le regardait. Elle avait tout chronométré à la minute près, 90 secondes avant ma propre entrée. Chaque téléphone dans ce jardin s'est tourné vers elle au lieu des portes que j'allais franchir. Elle s'était battue avec moi pendant des mois avant ce jour, pour un lieu plus grand que ce que nous avions budgétisé. Ses amis du club de lecture ajoutaient à une liste d'invités que j'avais limitée à 120. Des demoiselles d'honneur dans une nuance de rose poudré qui, comme Jess l'a fait remarquer sèchement, se trouvait être la meilleure couleur d'Eleanor. J'ai dit non à chaque fois. Elle a souri, a dit, bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu veux, et s'est retirée si gracieusement que j'ai cru que j'avais gagné. Je n'avais rien gagné. Elle attendait juste le seul moment où je ne pourrais pas l'arrêter. Les 60 secondes entre le début du cortège et ma propre entrée, quand je me tenais derrière des portes closes et qu'elle avait toute l'allée pour elle seule. Au moment où j'ai réellement descendu cette allée au bras de mon père dans la robe pour laquelle j'ai pleuré des larmes de joie dans une cabine d'essayage d'une boutique de Savannah, mon propre mariage ressemblait déjà au 2e acte. Les invités étaient toujours tournés sur leur siège, les téléphones toujours levés, certains riant derrière leurs mains. Mon mari Grant se tenait à l'hôtel et m'a murmuré « désolé » 2 fois. Mais désolé n'annule pas une entrée volée. Désolé ne vous rend pas la seule descente d'allée que vous avez dans votre vie. À la réception, Eleanor flottait à travers la foule dans cette robe crème, acceptant les compliments comme si elle avait chorégraphié quelque chose de magnifique au lieu de quelque chose de cruel. Je l'ai entendu dire à ma tante Carole que la mariée n'y voyait aucun inconvénient, que c'était un hommage à sa propre grand-mère, qui serait entrée à son mariage à cheval en 1962. J'ai souri jusqu'à ce que ma mâchoire me fasse mal et je n'ai rien dit, mais je planifiais déjà. J'avais 29 ans quand j'ai épousé Grant Calloway, et j'avais passé la meilleure partie de 2 ans à apprendre comment sa mère fonctionnait avant de comprendre que j'observais un schéma, pas une bizarrerie de personnalité. Grant avait 31 ans, un homme facile à vivre et stable qui travaillait dans l'immobilier commercial depuis un bureau sur Bull Street. Le genre de personne qui suppose le meilleur de tout le monde jusqu'à preuve du contraire à 3 reprises. Il m'a fallu plus de temps pour apprendre à connaître Eleanor qu'à lui parce qu'il avait eu 31 ans de pratique pour ne pas la voir clairement, et moi j'en avais eu 2. Eleanor Calloway avait 59 ans en octobre, veuve depuis 3 ans au moment de notre mariage. Son mari Robert avait bâti une petite chaîne de quincailleries le long de la côte de la Géorgie. 4 emplacements, stables et rentables, et il était mort d'une crise cardiaque sur le parking de l'emplacement de Poulet un mardi matin de mars. Grant n'en parlait pas beaucoup. Nathalie, sa sœur aînée, en parlait encore moins. Ce que j'ai compris, principalement de choses que Grant laissait échapper après quelques bières, c'est que Robert avait été le contrepoids dans ce mariage. C'était lui qui pouvait dire non à Eleanor et s'y tenir. Une fois qu'il fut parti, plus rien ne le pouvait. La succession n'était pas compliquée sur le papier. Robert avait laissé une fiducie d'une valeur d'environ 340 000 $ destinée à être partagée à parts égales entre Grant et Nathalie, avec Eleanor nommée fiduciaire jusqu'à ce que le plus jeune des deux, Grant, ait 32 ans. C'était assez standard, le genre d'arrangement qu'un avocat rédige pour empêcher de jeunes adultes de dilapider un héritage dans quelque chose de stupide. Eleanor avait un accès signataire au compte jusque-là. Personne n'a beaucoup réfléchi à ce détail à l'époque. Certainement pas moi. Cela aurait plus d'importance que nous ne pouvions l'imaginer. J'ai rencontré Eleanor pour la première fois lors d'un dîner dominical 18 mois avant le mariage, dans la salle à manger de la maison que Robert lui avait achetée à Hartsley Park. Tout en moulure et avec des hortensias devant. Elle était chaleureuse ce soir-là, généreuse en compliments. A rempli mon verre de vin 2 fois sans demander. Je l'aimais bien. J'ai dit à ma mère, Carole, que la mère de Grant semblait adorable. Un peu trop peut-être, mais adorable. Ma mère,
qui a un instinct pour les gens auxquels j'ai appris à faire plus confiance qu'aux miens, a seulement dit « donne-lui du temps ». La première vraie fissure est apparue au mariage de Nathalie, 3 ans avant le mien, à l'époque où Robert était encore en vie. Je n'étais pas là. Grant et moi ne nous étions pas encore rencontrés, mais Grant m'a raconté l'histoire plus d'une fois, toujours avec la même voix plate et prudente que les gens utilisent lorsqu'ils ont décidé de ne plus être en colère à propos de quelque chose. Eleanor avait porté de l'ivoire au mariage de sa fille. Pas crème, pas rose poudré. De l'ivoire avec un corsage perlé qui correspondait assez à la robe de Nathalie pour que 3 invités différents demandent aux photographes s'ils avaient pris une photo des 2 mariés. Pendant les toasts, Eleanor s'était levée sans y être invitée, avait pris le micro du témoin en plein milieu de sa phrase et avait prononcé un discours de 7 minutes sur ce que cela faisait d'élever une si belle mariée, pleurant sur commande. Remerciant les invités d'être venus célébrer sa famille. Nathalie avait supporté tout cela avec un sourire cousu sur son visage. Elle n'a pas parlé à sa mère pendant 2 mois après. Robert avait arrangé les choses comme il arrangeait apparemment tout. Et pour le Thanksgiving suivant, ils étaient tous de retour à la même table comme si de rien n'était. J'ai entendu cette histoire la première année où je sortais avec Grant et je l'ai classée comme un événement étrange et unique. Le deuil fait des choses bizarres aux gens, me suis-je dit. Bien que Robert ait encore été en vie quand c'est arrivé, ce qui aurait dû me dire que ce n'était pas du tout le deuil. C'était simplement qui elle était. Démasquée une fois, puis réintégrée dans le récit familial comme une aberration au lieu d'un aperçu. Le schéma a refait surface le Noël avant nos fiançailles, 2 ans après le début de notre relation. Bien que je ne l'ai pas encore reconnu comme un schéma, Eleanor avait insisté pour recevoir cette année-là, même si Nathalie avait proposé sa propre maison à Charlotte, plus proche pour tout le monde avec de jeunes enfants à gérer. Eleanor a dépensé, selon ses propres comptes à table, un peu moins de 4 000 $ pour les vacances, un décorateur professionnel, un trio à cordes engagé pour l'apéritif, un repas de 5 plats que personne n'avait demandé. À mi-chemin du dîner, elle s'est levée avec son verre de vin et a dit qu'elle voulait partager quelque chose de spécial, puis a distribué de petites boîtes emballées à tout le monde à table. À l'intérieur de chacune se trouvait une photo imprimée d'elle-même datant de plusieurs décennies, passe-partoutée et encadrée, avec une note manuscrite sur ce que cette année de sa vie avait signifié pour elle. Le cadeau de Grant s'est avéré être une photo d'Eleanor le tenant nouveau-né, avec la légende dans son écriture bouclée, « Le jour où je suis devenue entière ». Celui de Nathalie contenait une photo de son propre récital d'enfance, légendé avec un paragraphe sur les sacrifices qu'Eleanor avait fait pour donner à sa fille cette carrière de danseuse. Il m'a fallu un moment, en observant la gratitude polie et confuse de la table, pour comprendre ce que je regardais. Elle avait construit un échange de cadeaux de Noël pour 11 personnes entièrement à partir d'histoires sur elle-même lors d'une soirée destinée à célébrer tout le monde. Robert, en bout de table, en a ri, a dit quelque chose sur la façon dont sa femme avait transformé même un mardi en une production et a rempli le vin de tout le monde. J'ai ri avec la salle parce que c'est ce que vous faites au Noël de la famille d'un étranger quand vous n'avez pas encore le droit de dire ce que vous remarquez réellement. Je ne comprenais pas encore que le rire facile de Robert n'était pas de l'affection. C'était de l'entretien, le travail silencieux et constant pour empêcher le besoin de sa femme d'être au centre de la scène de se transformer en quelque chose dont la famille ne pourrait pas se remettre. Je ne savais pas encore qu'une fois qu'il serait parti, personne d'autre dans cette famille n'avait jamais été assigné à ce travail. Il y avait aussi des signes plus petits, une fois que j'ai commencé à faire attention. Elle s'est présentée à mon dîner de remise de diplôme universitaire. La famille de Grant avait insisté pour conduire 4 heures pour y assister, ce qui m'avait touché à l'époque, portant un corsage comme si c'était elle qui était célébrée. Elle a redirigé 2 conversations distinctes lors de ma fête prénuptiale vers des histoires sur son propre mariage en 1988. Elle a appelé notre traiteur directement sans me le dire pour simplifier la communication, et je ne l'ai découvert que lorsque le traiteur m'a appelé, confus au sujet d'un changement de menu que je n'avais jamais approuvé. Chaque fois que je soulevais la question doucement. Chaque fois que Grant disait la même chose avec la même voix raisonnable. C'est juste maman. Elle est bien intentionnée. Elle a eu quelques années difficiles. Je le croyais surtout parce que le croire était plus facile que d'accepter ce que je regardais réellement, à savoir une femme qui ne pouvait pas tolérer d'être autre chose que le centre d'une pièce et qui avait appris au cours de 3 décennies de mariage et de 3 ans de veuvage qu'il y avait toujours un moyen de revenir si vous pleuriez au bon moment et vous excusiez avec assez de sincérité dans votre voix. Je ne comprenais pas encore que le cheval n'était pas une explosion. C'était un plan exécuté avec la même patience qu'elle avait utilisé pour chaque test plus petit qui l'avait précédé,
testant exactement jusqu'où elle pouvait aller avant que quelqu'un ne l'arrête enfin. Personne ne l'avait jamais fait. La première fissure dans la planification du mariage est survenue 4 mois avant, à propos de la liste des invités. Je l'avais construite soigneusement avec Grant. 120 personnes réparties presque également entre nos familles, un nombre que notre lieu, Ashgrove Manor, juste à l'extérieur de la ville, pouvait réellement contenir sans que l'espace de la cérémonie dans le jardin ne ressemble à un quai de métro. Eleanor m'a appelé un mardi soir, la voix chaleureuse et pleine d'excuses, pour dire qu'elle avait déjà promis des places à 11 femmes de son club de lecture et à 2 anciens voisins. Elle leur avait déjà promis, a-t-elle dit avant que j'aie finalisé la liste, comme si cela en faisait un fait que je devais maintenant accommoder plutôt qu'une limite qu'elle avait délibérément franchie. Je lui ai dit que le lieu avait une capacité maximale stricte. Elle a dit qu'elle comprenait parfaitement. Ma chérie, elle trouverait une solution. Ne t'inquiète pas pour ça. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Priya, notre organisatrice de mariage, me demandant pourquoi Eleanor avait contacté directement le lieu pour se renseigner sur l'ajout d'une deuxième tente de réception plus petite pour les invités supplémentaires. Pour un coût de 2200 $ que personne n'avait approuvé. J'ai appelé Eleanor. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle voulait seulement que le mariage de son fils soit spécial, qu'elle se sentait exclue de la planification, qu'elle ne comprenait pas pourquoi je rendais cela si difficile alors que tout ce qu'elle voulait, c'était célébrer son fils unique. J'ai fini par accepter 8 des 11 non justes pour mettre fin à la conversation. Je me suis dit que c'était un compromis raisonnable. Après coup, cela ressemblait à une défaite. La couleur des demoiselles d'honneur est venue ensuite. J'avais choisi un vert forêt profond pour nous 6, une teinte que j'avais choisie spécifiquement parce qu'elle allait bien avec toutes les carnations du cortège, y compris la mienne, qui tend vers des tons salauds et chauds. Eleanor a mentionné lors d'un essayage de robe auquel elle s'était invitée que le vert la dévalorisait complètement et s'est demandé à voix haute si un rose poudré doux ne serait pas mieux en photo pour tout le groupe. Une phrase qu'il incluait commodément, bien que les mères du marié ne s'assortissent généralement pas aux demoiselles d'honneur. J'ai dit non. Elle a souri et a laissé tomber immédiatement, si gracieusement que j'ai en fait complimenté Grant ce soir-là sur la façon dont sa mère l'avait bien pris. Grant était d'accord. Aucun de nous n'a interprété cette retraite gracieuse comme autre chose qu'une victoire. 2 semaines plus tard, j'ai appris de mon traiteur qu'Eleanor avait appelé pour demander hypothétiquement ce qu'il en coûterait d'ajouter un petit stand de couronne de fleurs pour les invités qui voulaient un petit quelque chose en plus pour les photos. Un stand qui, lorsque j'ai pressé le fleuriste, s'est avéré être spécifiquement pour Eleanor, qui voulait des roses blanches tressées dans ses cheveux pour correspondre, selon ses propres mots, à l'esthétique nuptiale globale. J'ai tué l'idée avant qu'elle n'aille plus loin. Je ne l'ai même pas confrontée directement à ce sujet. J'étais épuisé à ce moment-là, à 4 mois du mariage, et chaque confrontation coûtait plus qu'elle ne valait. Le dîner de répétition a failli se passer de la même manière. Grant et moi avions prévu quelque chose de petit et de calme dans un restaurant sur River Street, 22 personnes, une salle privée avec des briques apparentes et un éclairage tamisé. Exactement le genre de soirée que nous voulions tous les deux la veille d'un mariage de 120 personnes. Eleanor a appelé le restaurant une semaine avant pour demander si la salle privée pouvait accueillir un court diaporama, suivi de ce qu'elle a décrit aux responsables des événements comme quelques mots de la mère du marié. Priya l'a intercepté avant que cela n'aille plus loin et m'a signalé la demande le même après-midi. Quand j'ai appelé Eleanor, elle a dit qu'elle voulait seulement partager quelques photos de grand enfant. Rien qui ne prendrait plus de 5 minutes. Sûrement que je ne pouvais pas m'y opposer. Je lui ai dit que les toasts de la répétition étaient réservés au cortège et que si elle voulait parler, elle pourrait le faire brièvement à la réception le lendemain soir aux côtés de tout le monde. Elle a accepté immédiatement, chaleureusement, a dit, bien sûr, ce qui te semble juste. 2 jours plus tard, le responsable des événements du restaurant a appelé pour confirmer la location d'un projecteur de diapositives qu'Eleanor avait réservé directement sous le compte du lieu. Facturé sur la même carte qu'elle utiliserait plus tard pour le cheval. Je l'ai annulé moi-même la veille de la répétition sans le dire à Grant parce qu'à ce stade, j'avais commencé à absorber tranquillement ces petites corrections par moi-même plutôt que de les ajouter à une liste de griefs qu'il ne croirait qu'à moitié. Au dîner lui-même, elle s'est levée quand même à mi-chemin du toast du témoin et a dit qu'elle voulait juste ajouter une petite chose. Un souvenir de l'enfance de Grant qui a duré près de 10 minutes et s'est terminé avec elle s'épongeant les yeux pendant que le témoin se tenait là, tenant son propre verre à moitié fini, ne sachant pas s'il devait s'asseoir ou continuer. Personne ne l'a arrêté. À ce moment-là,
l'arrêter en pleine phrase semblait plus perturbateur que de simplement la laisser finir, ce qui, je le comprends maintenant, était exactement le calcul sur lequel elle comptait. 6 semaines avant le mariage, Eleanor a demandé à aider à la coordination des fournisseurs car elle avait, selon ses propres mots, plus de temps libre que moi et avait planifié suffisamment d'événements dans sa vie pour savoir comment ces choses fonctionnaient. Je me noyais à ce moment-là, jonglant avec un travail de marketing à plein temps, un budget de mariage que Grant et moi avions construit ensemble dollar par dollar, et une belle-mère qui traitait chaque limite comme une négociation d'ouverture. J'ai dit oui. Cela a semblé être un soulagement à l'époque. Je lui ai donné les coordonnées du traiteur, du fleuriste et le calendrier des acomptes pour le lieu, pensant que je déléguais la logistique. Ce que je faisais en réalité, bien que je ne le comprendrais que des mois plus tard, c'était de lui donner un accès direct à toutes les relations avec les fournisseurs liés à mon mariage, y compris celles qui touchaient aux comptes financiers partagés. Elle a utilisé cet accès avec soin. Elle ne m'a jamais demandé d'argent directement. Elle avait appris, je pense, que demander déclenchait un examen minutieux alors que simplement gérer les choses tranquillement déclenchait de la gratitude. Elle a commencé à se référer aux acomptes que j'avais gérés d'un ton désinvolte et compétent qui me faisait me sentir coupable d'avoir jamais douté de ses intentions. Une fois, lors d'un essayage de robe, elle a mentionné en passant qu'elle avait pris l'initiative de couvrir la différence sur un ensemble de linge de table amélioré que je n'avais jamais demandé, balayant mon offre de la rembourser d'un rire et d'une main sur mon bras. « N'est-ce pas à cela que sert la famille ?» a-t-elle dit. Je me souviens avoir pensé à l'époque que c'était étrangement généreux de sa part. Je l'ai classé comme un beau geste au lieu de ce que c'était réellement. Une femme établissant tranquillement une trace écrite de contrôle financier déguisée en gentillesse, une facture à la fois, pendant que j'étais trop fatiguée et trop reconnaissante pour l'aide pour demander d'où venait réellement l'argent. 3 semaines avant le mariage, la sœur de Grant, Nathalie, m'a appelé de nulle part et m'a posé une question étrange. Elle voulait savoir si j'avais remarqué quelque chose de bizarre avec le compte de la fiducie, celui que leur père avait laissé, celui que leur mère administrait jusqu'à ce que Grant ait 32 ans. Elle a dit qu'elle avait reçu un courriel étrange du bureau de l'avocat de la succession concernant une demande de relevé de routine qu'elle n'avait pas faite. Je lui ai dit que je n'en savais rien, ce qui était vrai. Elle a dit que ce n'était probablement rien. Oublie que j'ai demandé. Maman est probablement juste en train de faire sa maman avec la paperasse à nouveau. Je n'y ai pas repensé pendant 2 mois. J'avais un mariage à survivre. J'ai mentionné l'appel à Grant le soir même, surtout en passant. La façon dont vous mentionnez quelque chose d'étrange qu'un parent a dit sans vous attendre à ce que cela ait de l'importance. Il a froncé les sourcils une seconde. A dit que sa mère avait toujours été désorganisée avec la paperasse, que Nathalie avait tendance à dramatiser tout ce qui concernait la succession, une habitude héritée des semaines juste après la mort de leur père, lorsque chaque formulaire et chaque compte avait semblé être un fil sous tension. Il a dit qu'il demanderait à sa mère à ce sujet éventuellement, une fois le mariage derrière eux, et j'ai laissé tomber de la même manière que j'avais laissé tomber une douzaine de petites choses cette année-là parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus immédiat qui exigeait l'attention en premier. Je pense souvent à cette conversation maintenant. C'était le premier fil de la véritable histoire qui nous a été présenté à tous les deux et nous l'avons soigneusement replié dans le bruit de la planification du mariage parce qu'aucun de nous n'avait encore de raison de croire que c'était autre chose que du bruit. 10 jours avant, Eleanor m'a demandé presque comme une pensée après coup lors d'un appel téléphonique sur les plans de table si cela me dérangerait qu'elle arrive un peu en avance pour faire quelques photos avant le début de la cérémonie. Car elle ne s'habillait plus souvent et voulait se sentir spéciale aussi. J'ai dit que c'était bien, pensant qu'elle parlait de la coiffure et du maquillage avec le reste du cortège. Je n'ai pas pensé à demander ce que s'habiller signifiait. Je n'ai pas pensé à demander pour le cheval parce que le cheval n'avait jamais été mentionné, pas une seule fois, ni à moi, ni à Grant, ni à Priya. Elle avait arrangé tout cela en privé par l'intermédiaire d'une écurie près de Guiton appelée Galant Équestrian, payé la compte elle-même et dit au manieur, d'après ce que j'ai appris beaucoup plus tard, que c'était un élément surprise approuvé par l'organisatrice de mariage. Ce n'était approuvé par personne. C'était approuvé par personne d'autre qu'elle. Le matin du mariage, j'étais dans la suite nuptiale à Ashgrove Manor avec Jess et ma mère, nous trois riant de rien, épinglant la dernière boucle en place. Quand Priya a frappé et a demandé très prudemment si je savais quelque chose à propos d'une remorque à chevaux garée derrière le bloc des écuries. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Elle a dit que ce n'était probablement rien, une confusion avec un événement voisin, et est allée vérifier. Elle est revenue 11 minutes plus tard, pâle,
et m'a dit qu'Eleanor était dans une loge séparée au bout du couloir, déjà dans une robe crème, se faisant déjà coiffer par un styliste que personne d'entre nous n'avait engagé. J'ai appelé Grant. Il était à 2 pièces de là, déjà habillé, et je pouvais entendre la confusion dans sa voix avant même que j'aie fini ma phrase. Il a dit qu'il lui parlerait. Il est revenu 4 minutes plus tard, l'air secoué. A dit qu'elle lui avait dit que c'était un petit hommage, une surprise pour les invités, rien qui n'interférerait avec la cérémonie elle-même, et qu'elle avait déjà tout payé, donc ce serait un gaspillage d'annuler maintenant. Je lui ai dit de l'arrêter. Il a dit qu'il avait essayé. Il a dit qu'elle était déjà à mi-chemin du cheval. Je repense à cette conversation et je comprends maintenant que c'était le dernier moment où quelqu'un aurait pu arrêter ce qui s'est passé. Grant a essayé à sa manière limitée, mais il a essayé comme il essayait toujours avec sa mère, doucement, en s'excusant, prêt à accepter un non comme réponse à la seconde où elle résistait. Il ne lui a pas dit que la cérémonie n'aurait pas lieu à moins qu'elle ne se retire. Il n'a pas menacé d'annuler le cheval lui-même. Il a demandé. Elle l'a balayé d'un rire et d'une promesse que cela ne prendrait qu'1 minute. Et il est revenu vers moi et a dit qu'il ne pouvait rien faire de plus. Il y avait quelque chose de plus qu'il aurait pu faire. Il ne l'a tout simplement pas fait parce que 31 ans de pratique lui avaient appris que tenir tête à sa mère coûtait plus que cela ne valait. Et parce qu'une petite partie de lui, je pense, ne croyait pas vraiment qu'elle irait jusqu'au bout jusqu'au moment où les portes se sont ouvertes et que les sabots ont commencé sur le gravier. Au moment où j'ai compris ce qui se passait, je me tenais déjà derrière des portes closes dans ma robe, incapable de voir quoi que ce soit, seulement capable d'entendre les halètements et les murmures et la voix de Jess disant au cheval comme si le mot lui-même était une excuse. J'ai épousé Grant cet après-midi-là quand même. J'ai prononcé mes vœux. Je pensais chaque mot. Même avec mes mains tremblant encore, même avec la moitié des invités chuchotant encore sur ce qu'ils venaient de voir. Je me suis dit, debout à cet hôtel, que je ne la laisserais pas gâcher complètement la journée. Et je ne l'ai pas fait, pas complètement, mais elle m'a pris quelque chose cet après-midi-là que je n'ai jamais récupéré. L'expérience simple et sans complication de descendre une allée vers l'homme que j'aimais, avec tous les yeux de ce jardin sur moi au lieu d'être sur elle. J'ai des photos de mariage où les invités au premier rang sont toujours tournés sur leur siège, regardant dans la mauvaise direction, les téléphones toujours levés vers une parcelle vide de l'allée où un cheval avait été. À la réception, elle a dit à ma tante Carole que c'était un hommage à sa propre grand-mère. J'ai appris par ouï-dire des semaines plus tard qu'elle avait dit à quelqu'un d'autre qu'elle l'avait fait parce qu'elle craignait que la cérémonie seule ne soit pas assez mémorable pour les invités, comme si elle m'avait fait une faveur. Elle n'a jamais une seule fois ce jour-là ou dans les semaines qui ont suivi dit le mot « désolé » en face de moi. Ce qu'elle a dit quand je l'ai finalement confrontée en privé 2 jours après notre retour de notre lune de miel de 4 jours à Charleston, c'est qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais toujours en colère, que tout s'était magnifiquement déroulé. Que les photos, ces photos sur le cheval, étaient magnifiques. Et est-ce que je voulais les voir? Je ne voulais pas les voir. J'ai dit à Grant la même semaine que quelque chose en moi avait changé de façon permanente. Pas vers le divorce, pas vers le drame, mais vers une sorte de distance lucide que je n'avais pas eue auparavant. J'ai cessé d'accorder à Eleanor le bénéfice du doute. J'ai cessé de croire que ces retraites gracieuses étaient de véritables retraites. J'ai commencé à l'observer comme on observe le temps qui a déjà prouvé qu'il peut se retourner contre vous sans avertissement. Elle n'a pas ralenti. Si quoi que ce soit, le mariage semblait l'enhardir, comme si elle avait testé les limites de ce qu'elle pouvait se permettre et les avait trouvées plus loin qu'elle ne s'y attendait. En moins de 2 semaines, elle parlait déjà de son prochain 60e anniversaire, laissant tomber des commentaires sur le fait de vouloir une nuit vraiment spéciale après tout ce qu'elle avait traversé. Le deuil, la solitude, le sacrifice d'élever 2 enfants en grande partie seuls pendant les longues heures de Robert dans les magasins, une version de l'histoire qui effaçait commodément à quel point Robert avait été réellement présent. Elle a commencé à planifier avant que quiconque n'ait accepté de l'aider à planifier quoi que ce soit. En novembre, la fête d'anniversaire était passée d'une suggestion à une production. 200 invités, une salle de bal louée à l'hôtel The Desoto au centre-ville avec un escalier en marbre incurvé dont Eleanor était apparemment tombée amoureuse au moment où elle a visité l'espace. Elle voulait une entrée, son mot, entrée. Le même mot qu'elle avait utilisé à propos du cheval, en descendant cet escalier avec une de ses chansons préférées jouant pendant sa descente, chronométrée pour que les lumières attrapent les paillettes de la robe qu'elle choisirait. Elle a parlé de cet escalier pendant des semaines à chaque dîner de famille, chaque appel téléphonique, chaque mention décontractée de la date de décembre à venir.
Ça allait être, selon ses propres mots, son moment de couronnement. Une phrase qu'elle a utilisée plus d'une fois sans aucune conscience apparente de la façon dont cela pourrait être perçu par la belle-fille dont elle avait piétiné le propre moment de couronnement 2 mois plus tôt. J'ai offert d'aider à la planification. Je veux être honnête sur mes raisons parce que j'ai pensé à ce moment plus qu'à tout autre dans toute l'histoire. Une partie de moi a offert parce que j'espérais encore sincèrement, dans un petit coin têtu de moi-même, que les choses pourraient être réparées, qu'aider à planifier quelque chose pourrait reconstruire ce qui s'était fissuré à mon propre mariage. Mais une autre partie de moi, un cœur plus froid et plus délibéré, a offert parce que j'ai compris, en la regardant planifier cette grande entrée avec la même lueur satisfaite qu'elle avait en descendant mon allée, qu'on me donnait une opportunité. Elle m'avait humilié le seul jour qui était censé être le mien. Elle construisait maintenant, brique par brique, un jour entièrement conçu autour de son propre triomphe à l'épreuve de l'humiliation. Je n'avais pas encore de plan, mais j'ai reconnu la forme d'un plan qui commençait à se former. Elle était ravie quand j'ai offert mon aide. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'elle savait que nous retrouverions notre chemin l'une vers l'autre, que c'était exactement le genre de lien qu'elle avait espéré que le mariage dans la famille apporterait. Elle m'a confié une tâche spécifique, assez petite pour sembler être un geste symbolique, et assez grande, je le réaliserai plus tard, pour compter plus que toute autre chose sur la liste. Elle m'a demandé de coordonner le timing de l'entrée avec le DJ. Je l'ai coordonné exactement comme je le voulais. Le nom du DJ était Tony Marsh, un gars dans la quarantaine qui faisait des mariages et des galas autour de Savannah depuis près de 20 ans, recommandé par le coordinateur des événements de l'hôtel comme fiable et professionnel. Quand je l'ai appelé pour le timing de la chanson d'entrée d'Eleanor, j'ai mentionné presque comme un commentaire en passant que c'était la même famille dont le mariage avait été détourné par un cheval 2 mois plus tôt. Il est resté silencieux une seconde, puis a ri si fort qu'il a dû reprendre son souffle avant de pouvoir parler à nouveau. Il en avait entendu parler, a-t-il dit. Tout le monde dans l'industrie de l'événementiel local en avait entendu parler. C'était devenu une petite légende laide parmi les organisateurs et les vendeurs de la ville. Je lui ai dit que j'avais une proposition, $300 en espèces, et il changerait sa chanson d'entrée à la pire seconde possible, en plein milieu de sa descente de cet escalier. Il a dit qu'il le ferait pour 200 juste parce que l'histoire était trop bonne pour la laisser passer. Et parce que, selon ses propres mots, il n'avait jamais aimé travailler avec elle pendant les appels de planification menant à l'événement. Nous nous sommes rencontrés dans un café sur Bruton Street 2 jours avant la fête. J'ai glissé une enveloppe sur la table. Il ne l'a même pas compté. Le soir de la fête, Eleanor se tenait au sommet de cet escalier en marbre incurvé comme une reine attendant son propre couronnement. Elle portait une robe couleur champagne avec un corsage perlé, ses cheveux relevés, un collier de diamants que Robert lui avait offert pour leur 25e anniversaire captant la lumière. 200 invités remplissaient la salle de bal en dessous d'elle. Les lumières se sont tamisées sur commande. Sa chanson choisie a commencé. Quelque chose de lent et de grandiose, des cordes et la voix d'une femme, le genre de chanson destinée à faire d'une entrée une scène de film. Elle a commencé sa descente, le menton haut, une main gantée glissant le long de la rampe, son sourire d'entraînement déjà fixé en place pour les caméras. À mi-chemin, la musique s'est coupée. Pendant une seconde entière, la salle de bal a retenu son souffle dans un silence total. 200 personnes figées en plein mouvement, attendant de voir ce qui allait suivre. Puis elle est passée à quelque chose de fort et de rebondissant. Une chanson pop avec un refrain sur quelqu'un qui a toujours besoin d'être le centre de l'attention. La basse martelant les marches de marbre assez fort pour que je la sente dans ma propre poitrine de l'autre côté de la pièce. J'ai vu son sourire se figer en temps réel. J'ai vu les muscles de son visage se battre pour maintenir l'expression même si ses yeux s'écarquillaient de panique. Son pied a manqué une marche. Elle a attrapé la rampe assez fort pour que ses jointures deviennent blanches. 200 invités sont restés silencieux pendant un long moment suspendu. Puis quelqu'un près du bar a ri. Un seul rire sec qui a brisé quelque chose dans la pièce. Puis plus de gens se sont joints, se couvrant la bouche, donnant des coups de coude à la personne à côté d'eux, sortant leur téléphone pour capturer chaque seconde. Parce que rien ne se propage plus vite à une fête que la réalisation collective que tout le monde regarde le même désastre. Eleanor a continué à marcher, le dos raide, le visage brûlant d'un rouge furieux sous son maquillage. Ce sourire figé est resté en place comme s'il avait été cloué là par les mains de quelqu'un d'autre. Elle est arrivée en bas de l'escalier sans tomber. Je lui accorde cela. Quoi qu'elle soit d'autre, elle avait du cran quand il s'agissait de finir ce qu'elle avait commencé.
Même quand ce qu'elle avait commencé s'était retourné contre elle, mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Debout près de la table des desserts dans une robe que j'avais choisie spécifiquement parce qu'elle était assez élégante pour se fondre dans une foule de 200 sans attirer un seul regard sur moi. J'ai senti quelque chose de laid et de satisfaisant fleurir dans ma poitrine, en la regardant atteindre le bas de ses escaliers avec la mauvaise chanson qui résonnait encore derrière elle. Elle m'avait humilié devant tout ce que j'aime le seul jour qui était censé m'appartenir. Maintenant, pour une petite fenêtre de temps contenue, elle savait exactement ce que cela faisait, multiplié par une pièce 2 fois plus grande que le jardin de mon propre mariage. Elle n'a pas attendu pour saluer un seul invité. Elle a attrapé le coordinateur des événements de l'hôtel par le bras à la seconde où elle a atteint le sol de la salle de bal et l'a traîné dans un coin près de la cabine du DJ. Tony les a suivis un moment plus tard, convoqué par un geste sec de sa main. Sa bouche bougeait vite, sa main libre fendant l'air en mouvement court et furieux. Je me tenais près de la table des desserts, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, la regardant s'effondrer en temps réel à 30 pieds de distance. Une femme à côté de moi, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, s'est penchée et a murmuré que c'était peut-être le karma, quoi que cela signifie dans ce contexte particulier. Je me suis mordu l'intérieur de la joue assez fort pour sentir le goût du cuivre juste pour ne pas sourire devant une étrangère. Tony a magnifiquement joué son rôle. Il a secoué la tête, a écarté les mains, a montré un enchevêtrement de câbles près de la cabine comme s'il était vraiment déconcerté par le dysfonctionnement, débitant une explication technique improvisée sur un fichier de liste de lecture corrompu. Le coordinateur des événements s'est excusé encore et encore, la sueur perlant visiblement sur son front sous les lumières de la salle de bal, clairement terrifié de perdre un client aussi important pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute. Le visage d'Eleanor est resté d'un rouge profond et furieux tout le temps. Et j'ai compris en la regardant que sa grande entrée, celle qu'elle avait planifiée pendant des mois, dont elle avait parlé à chaque réunion de famille, autour de laquelle elle avait construit toute une fête, devenait déjà la seule chose que quiconque dans cette pièce se souviendrait de son 60e anniversaire. 20 minutes plus tard, Grant m'a trouvé près de la table du gâteau où une pièce montée à 3 étages recouverte de magnolias en sucre reposait presque intacte. Son visage n'était pas en colère. C'était pire que la colère. Il était confus. Et sous la confusion, de la peine. Ses yeux cherchant les miens pour quelque chose qu'il ne voulait pas trouver. Il a demandé doucement si je savais quelque chose sur ce qui s'était passé avec la musique. Mon estomac s'est noué, un serment froid et plongeant, mais j'ai gardé ma voix égale et stable. Je lui ai dit que des problèmes techniques arrivaient tout le temps dans les fêtes, que ce n'était rien d'inhabituel pour un lieu de cette taille gérant autant d'équipements. Il a hoché la tête lentement, mais ses yeux ne me croyaient pas tout à fait, et je pouvais le voir décider en temps réel s'il fallait insister ou laisser tomber. De l'autre côté de la pièce, Eleanor était toujours enfermée dans une conversation avec Tony et le coordinateur, son doigt pointant vers la cabine du DJ, ses yeux se levant soudainement de la dispute pour balayer la foule, cherchant quelqu'un, n'importe qui, à tenir pour responsable de ce qui venait de lui arriver. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Elle n'a pas détourné le regard. Elle a commencé à marcher droit vers moi, ses talons frappant le sol en marbre en clics courts et furieux. Son visage s'est tordu en une expression que je n'avais jamais vue sur elle en 2 ans et demi de connaissance. Quelque chose de brut et de non gardé. Toute la performance soignée avait disparu. La main de Grant s'est refermée sur mon bras et il m'a demandé à nouveau, plus doucement cette fois, plus urgemment, si j'avais quelque chose à voir avec ce qui venait d'arriver à sa mère. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit oui. J'ai dit que j'avais payé Tony $200 pour changer la chanson. Et je lui ai dit pourquoi, juste là, avec Eleanor comblant les 20 derniers pieds entre nous et la moitié de la salle de bal commençant à remarquer que quelque chose d'autre se déroulait près de la table des desserts. J'ai dit que je l'avais fait parce qu'elle avait descendu l'allée de mon mariage sur un cheval dans une robe blanche de mariée et avait volé la seule entrée que j'étais censé avoir dans toute ma vie. Et personne dans cette famille ne l'avait jamais fait répondre de ses actes. J'ai dit que je n'étais pas désolé, pas pour la chanson, bien que je comprenne s'il était en colère contre moi pour la façon dont j'avais géré la situation. Eleanor est arrivée à ce moment précis, assez proche maintenant pour que je puisse voir que son mascara avait commencé à couler sous un œil, pour voir sa poitrine se soulever et s'abaisser trop vite. Elle n'a pas demandé si c'était moi. Elle le savait déjà, de la même manière que j'avais su à la seconde où j'ai vu ce cheval exactement qui était responsable. Elle a dit mon nom une fois, sec et bas. Et puis elle a dit que je l'avais humilié devant 200 personnes, devant ses amis,
devant des invités qu'elle connaissait depuis 30 ans, la seule nuit qui était censée célébrer tout ce qu'elle avait survécu depuis la mort de Robert. Je lui ai dit que je comprenais exactement ce que cela faisait. Je lui ai dit que je l'avais appris de première main 2 mois plus tôt à mon propre mariage devant 120 invités, le seul jour qui était censé m'appartenir. Elle a dit que ce n'était pas la même chose. Elle a dit que le cheval avait été un hommage, une belle surprise, quelque chose destiné à ajouter à la journée, pas à en retirer, et que je déformais un cadeau en quelque chose de cruel parce que je n'avais jamais appris à partager la vedette avec qui que ce soit. Sa voix s'est élevée pendant qu'elle parlait, assez fort maintenant pour que la petite foule autour de la table des desserts se soit tue, regardant ouvertement. Elle a dit que j'avais toujours été jalouse de la proximité entre elle et Grant, que j'avais cherché une excuse pour la punir depuis le jour de notre rencontre, que ceci, en faisant un geste vers l'escalier, vers la cabine du DJ, prouvait tout ce qu'elle avait soupçonné de moi depuis le début. J'ai senti la main de Grant se resserrer sur mon bras. Plus par colère contre moi, ai-je réalisé, mais par quelque chose de plus proche de la préparation, la façon dont on se prépare avant une vague que l'on sait déjà arriver. Je lui ai dit aussi calmement que possible, avec mon pouls martelant dans mes oreilles, que je n'avais pas cherché d'excuses. J'ai dit qu'elle m'en avait donné une librement devant tout le monde, et que la seule chose que j'avais faite était de lui montrer exactement ce que cela faisait de se voir enlever quelque chose devant les gens qu'elle aimait. J'ai dit que je n'avais pas prévu de la blesser de façon permanente. J'avais prévu une mauvaise 30aine de secondes, les mêmes 30 secondes qu'elle m'avait données, et rien de plus. Elle a commencé à dire autre chose, quelque chose sur l'ingratitude, sur tout ce qu'elle avait fait pour cette famille. Quand la voix de Nathalie a coupé le petit cercle qui s'était formé autour de nous, je ne l'avais même pas vue arriver. Elle était venue de Charlotte en avion pour l'anniversaire de sa mère, et elle se tenait à quelques pas de là avec un dossier sous le bras, le visage pâle, et a dit d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a dit qu'elle devait nous parler à tous, maintenant, a-t-elle dit. Pas plus tard. 2 semaines plus tôt, j'avais enfin compris pourquoi Nathalie m'avait demandé en septembre si j'avais remarqué quelque chose d'étrange avec le compte de la fiducie. Après le mariage, après la lune de miel, après que j'ai commencé à garder une distance prudente et délibérée d'Éléanore, j'avais eu besoin de retrouver moi-même la société de location de chevaux, Galant équestrian, l'écurie près de Guiton, parce que je voulais. Pour ma propre tranquillité d'esprit, comprendre exactement à quel point mon propre mariage avait été tranquillement réarrangé autour d'une surprise que personne n'avait approuvée. Priya n'avait pas la facture. Éléanore avait géré cette réservation directement, entièrement hors des comptes du lieu. Alors, je suis allé chercher dans le compte de messagerie partagée des fournisseurs qu'Éléanore avait créé pour la coordination du mariage des mois plus tôt. Celui qu'elle avait insisté pour gérer, celui pour lequel j'avais été trop épuisé à l'époque pour poser beaucoup de questions. Je me suis assise à notre table de cuisine un mardi soir de fin octobre. Ordinateur portable ouvert, une tasse de thé refroidissant à côté de moi, m'attendant à passer 20 minutes à trouver un numéro de téléphone et rien de plus. Au lieu de cela, j'ai trouvé un dossier à l'intérieur du compte simplement intitulé Au mariage, séparé de la correspondance principale, enfoui à 3 niveaux de profondeur d'une manière qui ressemblait moins à de l'organisation qu'à quelque chose destiné à rester inaperçu. Il m'a fallu près de 2 heures pour le parcourir, en croisant les dates avec notre feuille de calcul de budget de mariage réel, celle que Grant et moi avions construite ensemble ligne par ligne l'hiver précédent. Vérifiant chaque chiffre 2 fois parce que je ne faisais pas confiance à ce que je commençais à voir. Grant dormait déjà au bout du couloir. Je me souviens être resté assise très immobile après la 3e facture, le thé froid depuis longtemps, ressentant le genre de silence creux et spécifique qui précède la compréhension que quelque chose est sur le point de changer de façon permanente. Ce que j'ai trouvé n'était pas seulement une facture de location de cheval, bien que je l'ai trouvé aussi. 4 200 $ payés à Galant équestrian 9 jours avant le mariage, ainsi que 6 800 $ à une boutique de mariage à Bluffton pour une robe crème sur mesure et 1 100 $ pour des services de coiffure et de maquillage facturés au nom d'Éléanore. Tout cela débité sur une carte que je ne reconnaissais pas. J'ai reconnu la carte une fois que j'ai regardé de plus près. Elle remontait à un compte lié à la fiducie de Robert Callaway. Le même compte dont Nathalie m'avait parlé des semaines plus tôt. Celui qui devait être partagé à parts égales entre elle et Grant une fois qu'il aurait 32 ans. Celui qu'Éléanore contrôlait en tant que fiduciaire en attendant. Elle n'avait demandé la permission à aucun de ses enfants de l'utiliser. Elle l'avait simplement utilisé de la même manière qu'elle utilisait tout le reste. Silencieusement et avec une confiance totale que personne ne vérifierait jamais la paperasse d'assez près pour le remarquer. Je n'ai rien dit à Grant tout de suite.
Je suis resté avec ça pendant près de 2 semaines, y réfléchissant, ne sachant pas si c'était à moi de lui présenter quelque chose d'aussi laid sur sa propre mère. Ne sachant pas si je voyais l'image complète ou seulement un fragment. Finalement, j'ai transféré les factures à Nathalie sans commentaire. La même semaine, la planification de la fête d'anniversaire d'Eleanor atteignait sa dernière ligne droite frénétique et je lui ai simplement demandé si cela lui paraissait normal. Ce n'était pas le cas. Nathalie avait passé ces 2 semaines à retirer discrètement les relevés complets du bureau de l'avocat de la succession, remontant à 14 mois, et ce qu'elle avait trouvé allait bien au-delà du mariage. Eleanor avait puisé dans le compte de la fiducie 11 fois distincte depuis la mort de Robert. De petites sommes au début, quelques centaines de dollars par-ci, quelques centaines par-là. Facile à manquer dans un grand compte, puis des sommes plus importantes alors qu'elle devenait apparemment plus confiante que personne ne surveillait. Le cheval, la robe, le linge de table de mariage amélioré qu'elle avait tranquillement facturé sur le même compte tout en me disant qu'elle avait couvert la différence elle-même par générosité. Et plus récemment, 4 jours avant sa fête de 60e anniversaire, un retrait de 15 000 $ enregistré dans les registres du compte simplement comme dépense d'événement et qui remontait directement à la compte sur la salle de bal de l'hôtel The des Autos. Le forfait d'éclairage personnalisé de l'escalier et la robe couleur champagne qu'elle portait à ce moment même. Au total, sur 14 mois, Eleanor avait retiré un peu plus de 28 000 $ d'une fiducie qui appartenait à parts égales aux 2 enfants qui se tenaient devant elle. Nathalie a ouvert le dossier juste là au milieu de la salle de bal devant Grant, devant moi, devant le petit groupe d'invités qui n'avaient pas encore eu le bon sens de détourner le regard. Elle a dit qu'elle avait essayé de donner à leur mère une chance de s'expliquer d'abord en privé la semaine précédente et qu'Eleanor lui avait dit que l'argent était simplement une avance sur ce qui lui était dû pour des années de travail émotionnel non rémunéré à élever 2 enfants et qu'elle avait l'intention de le rembourser éventuellement une fois que les choses se seraient calmées et que Nathalie n'avait aucun droit de remettre en question les décisions que leur père lui avait confiées. Le visage d'Eleanor quand Nathalie a dit tout cela à voix haute a subi ce que je ne peux décrire que comme un effondrement, pas de larmes, pas encore. Quelque chose de plus proche du moment où la structure d'un bâtiment cède avant qu'elle ne tombe réellement, une perte visible de tout ce qui maintenait sa forme. Elle a dit d'une voix beaucoup plus petite que celle qu'elle avait utilisée avec moi 30 secondes plus tôt que ce n'était ni le moment ni l'endroit, que Nathalie l'embarrassait, que les affaires de famille devaient rester derrière des portes closes. Nathalie a dit que le moment et l'endroit avaient déjà été choisis pour eux par leur mère au moment où elle avait décidé que le mariage de son fils était une scène appropriée pour une entrée en solo à cheval. Elle a dit que si Eleanor voulait de l'intimité, elle aurait dû y penser avant de commencer à traiter chaque événement familial comme une chance de se produire. Je suis resté là et j'ai regardé quelque chose que j'avais attendu 2 ans et demi de voir. Grant enfin, avec le dossier ouvert dans ses mains, regardant sa mère de la manière dont je la regardais depuis des mois, non pas avec le pardon automatique et pratiqué qu'il lui avait toujours accordé, mais avec la reconnaissance plate et lucide de quelqu'un qui voit enfin un schéma exposé dans son intégralité au lieu d'un incident déroutant à la fois. Il lui a demandé doucement si c'était vrai. Elle n'a pas nié. Elle a dit qu'elle expliquerait tout une fois qu'il serait quelque part en privé, qu'elle l'aimait, que tout ce qu'elle avait jamais fait avait été pour cette famille. Il lui a demandé à nouveau, plus directement cette fois, si c'était vrai. Elle a finalement dit oui d'une voix qui avait perdu toute la performance qu'elle portait habituellement. Et quelque chose dans le visage de Grant s'est fermé comme une porte se ferme, pas claqué, juste tranquillement et finalement fermé. J'ai dit la chose que je retenais depuis 2 ans et demi, et je l'ai dit clairement parce que j'ai compris que ce pourrait être le seul moment de mon mariage où j'aurais à la fois son attention et celle de tout le monde, sans défense et incapable de le transformer en autre chose. J'ai dit à Eleanor que j'avais épousé son fils, sachant qu'elle venait aussi avec le mariage, et que j'avais sincèrement voulu construire quelque chose de réel avec elle. Même après le mariage, même après tout, je lui ai dit que ce que je ne pouvais pas accepter, ce que je n'accepterais plus jamais, c'était d'être traité comme un obstacle à gérer au lieu d'une personne à respecter, ni à mon propre mariage, ni dans les années à venir de cette famille. Je lui ai dit que le cheval n'était pas un hommage. C'était un vol déguisé en cadeau. De la même manière que l'argent avait été un vol, déguisé en générosité. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'elle s'excuse auprès de moi dans cette salle de bal devant 200 personnes. J'avais besoin qu'elle comprenne enfin et complètement que la version des événements où elle était toujours la partie lésée, toujours la mère incomprise, toujours la femme qui ne voulait que le meilleur pour tout le monde était une histoire que seule elle avait jamais crue. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Eleanor Callaway se tenait devant une salle et n'avait rien à dire. La fête ne s'en est pas remise après ça.
Elle n'aurait pas pu. La nouvelle s'est répandue parmi les 200 invités plus vite que n'importe quelle farce de DJ ne pourrait jamais le faire. Et au moment où le personnel de restauration a commencé à débarrasser le gâteau intact, de petits groupes de personnes rassemblaient déjà tranquillement leurs manteaux, murmurant des excuses à propos de matins précoces et de longs trajets de retour. Les amis du club de lecture d'Eleanor sont partis les premières. Les mêmes femmes pour lesquelles elle s'était si durement battue pour obtenir des invitations à mon propre mariage, ne voulant pas être prises dans les décombres de ce dont elle venait d'être à moitié témoin. À 9h30, la salle de bal qui avait coûté $30 000 à remplir était presque vide. Le personnel empilant tranquillement les chaises autour d'une femme assise seule à la table d'honneur dans une robe couleur champagne, le collier de diamants que son mari décédé lui avait offert brillant toujours sous des lumières qui n'avaient plus personne à éclairer. Les semaines qui ont suivi ont divisé la famille nettement, bien que pas de la manière que j'attendais. Je m'étais préparé à ce que Grant se replie sur sa vieille habitude d'arranger les choses, de pardonner rapidement, de réintégrer toute cette nuit horrible dans une histoire sur une mère difficile mais bien intentionnée. Il ne l'a pas fait. Ce qui s'était fissuré en lui en se tenant à côté de ce dossier ne s'est pas refermé comme cela l'avait toujours fait auparavant. Lui et Nathalie ont engagé leur propre avocat dans le mois, distinct de l'avocat de la succession qui avait tranquillement classé les retraits de fiducie d'Eleanor comme des décaissements de routine du fiduciaire pendant plus d'1 an sans en signaler un seul. Des demandes de comptabilité formelles ont été envoyées. Eleanor a été démise de ses fonctions de fiduciaire avant Noël. Remplacée par un fiduciaire nommé par le tribunal dont ni Grant ni Nathalie n'avaient voulu avoir besoin. Il lui a été ordonné de commencer le remboursement des fonds par versement mensuel. Une humiliation d'un tout autre genre, une qui venait avec de la paperasse au lieu d'applaudissements. Eleanor ne s'est pas laissé faire. Elle a appelé Grant presque tous les jours la première semaine, alternant entre des excuses larmoyantes et des accusations furieuses selon lesquelles ses propres enfants essayaient de la détruire pour un malentendu sur l'argent de la famille. Elle m'a appelé 2 fois, bien que Grant lui ait demandé de ne pas le faire. Une fois pour me dire que j'avais ruiné sa relation avec son fils. Une fois pour me dire qu'elle me pardonnait quand même, sur un ton qui montrait clairement qu'elle considérait le pardon comme un cadeau que je n'avais pas mérité. Elle a contacté ma mère, de toutes les personnes. Dans un salon de coiffure qu'elle fréquentait apparemment toutes les deux et a essayé de s'attirer la sympathie de Carole sur ce qu'elle appelait les filles retournant ma propre famille contre moi. Une étrange tournure de phrase puisque ni Nathalie ni moi n'avions jamais été autre chose que les victimes de ce qu'elle avait construit. 3 semaines après le début des négociations de remboursement, Eleanor a appelé Grant à 11h du soir depuis les urgences de Memorial Health. Lui disant à travers les larmes qu'elle avait eu des douleurs à la poitrine toute la soirée et qu'elle avait pensé pendant une heure terrifiante qu'elle faisait une crise cardiaque comme celle qui avait tué Robert dans cette même ville 3 ans plus tôt. Grant s'y est rendu immédiatement, très secoué, et est resté avec elle pendant 4 heures pendant que les médecins faisaient des tests qui sont revenus complètement normaux, un épisode d'anxiété. Le médecin de garde a dit doucement, para, sous un stress important. Eleanor a utilisé le bracelet de l'hôpital encore à son poignet le lendemain matin pour demander doucement à Grant si toute cette pression légale sur la fiducie valait vraiment la peine de risquer la santé de sa mère. Grant m'a raconté la conversation avec la mâchoire serrée, clairement tiraillé entre la peur qu'il avait ressentie en conduisant à l'hôpital à minuit et la reconnaissance croissante, même en me le décrivant, que sa mère avait appris à se servir de n'importe quel levier à portée de main. Il n'a pas reculé sur le plan de remboursement. Mais il m'a dit plus tard cette semaine-là que c'était la chose la plus difficile qu'il ait faite de toute l'année. Plus difficile que la salle de bal, plus difficile que le dossier que Nathalie avait ouvert devant 200 personnes, parce que cela l'obligeait à tenir 2 vérités à la fois. Que la peur de sa mère dans cette salle d'urgence avait probablement été réelle, et qu'elle l'utiliserait quand même, de la même manière qu'elle avait utilisé un cheval de location et un escalier et maintenant un bracelet d'hôpital. Parce que l'utilisation des choses était devenue le seul langage qui restait entre elle et l'obtention de ce qu'elle voulait. Ce qui m'a le plus surprise n'était pas le désespoir d'Eleanor. C'était qui s'est manifesté de l'autre côté. Le jeune frère de Robert, Dal, qui était resté principalement à l'écart des drames familiaux pendant des années, a appelé Grant sans qu'on le lui demande pour dire qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec la fiducie depuis plus d'1 an et qu'il n'avait tout simplement jamais eu la légitimité pour le soulever. L'une des amies de longue date d'Eleanor, une femme nommée Pat, qui la connaissait depuis avant la mort de Robert, a discrètement dit à Nathalie qu'elle avait vu le besoin d'attention d'Eleanor se transformer en quelque chose de plus dur après les funérailles et qu'elle attendait. Selon ses propres mots, que quelqu'un dans la famille le dise enfin à voix haute. Jess, mademoiselle d'honneur,
m'a envoyé un message la semaine après la fête d'anniversaire qui disait simplement « Je suis fier de toi », ce qui a signifié plus pour moi que presque toute autre chose cette année-là. Il y a eu un moment début janvier auquel je pense encore plus qu'à la confrontation elle-même. Grant et moi déballions des cadeaux de mariage que nous n'avions jamais eu le temps d'ouvrir. Une période de plusieurs mois tellement consommée par tout ce qui concernait Eleanor que la vie domestique ordinaire avait simplement été mise en pause. Et il a trouvé une carte du côté de la famille de son père glissée dans un plat de service. Un de ces cadeaux qui arrive en retard d'un cousin éloigné qui n'a pas pu venir au mariage. Il s'est assis sur le sol de notre cuisine en tenant cette carte pendant un long moment. Et quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, il a dit qu'il n'arrêtait pas de penser à quoi notre mariage était censé ressembler avant le cheval, avant tout ça, à l'époque où il avait imaginé pour la première fois me présenter aux gens comme sa femme. Il a dit qu'il pleurait cette version de la journée plus qu'il ne pouvait l'expliquer aux gens qui ne l'avaient pas vécue. Et qu'une petite partie de lui pleurait encore la mère qu'il pensait avoir avant que toute la paperasse ne rende une femme différente visible. Je comprenais ce deuil mieux qu'il ne le réalisait probablement. J'avais passé 2 ans et demi à vouloir qu'Eleanor soit la femme chaleureuse et généreuse que j'avais rencontrée lors de ce premier dîner du dimanche à Ardsley Park. Le voulant assez fort pour avoir négligé une douzaine de signes plus petits indiquant exactement qui elle était réellement. Certains soirs cet hiver-là, après que tout ce qui concernait la fiducie soit devenu entièrement légal, entièrement documenté, entièrement indéniable, je me surprenais encore à regretter la version d'elle que j'avais inventée dans ma tête pendant ces 18 premiers mois. Celle qui remplissait mon verre de vin et me disait que j'étais adorable. Cette femme n'avait jamais vraiment existé. Mais vouloir qu'elle existe m'avait coûté quelque chose de réel, et je me suis permis de pleurer cette perte au lieu de faire semblant de l'ignorer. Il y a eu aussi des complications, du genre peu glamour et logistique qui n'entrent pas dans les parties dramatiques d'une histoire, mais qui ont mangé des mois de nos vies tout de même. Les échéanciers de remboursement ont dû être renégociés 2 fois quand Eleanor a manqué 2 versements consécutifs, invoquant des difficultés, ce qui a forcé Nathalie et Grant à retourner dans le bureau d'un médiateur qu'ils avaient espéré ne plus jamais revoir. Eleanor a mis la maison d'Ardsley Park en vente ce printemps-là discrètement pour aider à couvrir ce qu'elle devait et à déménager dans un condominium plus petit près du Truman Parkway, un déménagement qui aurait pu sembler, de l'extérieur, être une simple prudence financière si vous ne connaissiez pas l'histoire sous-jacente. Elle a cessé de participer à la conversation de groupe familial en février. Puis est réapparue en avril avec un long message sur sa volonté de reconstruire la confiance lentement, au rythme de chacun. Un message qui me semblait, du moins à moi, comme la première ébauche d'une nouvelle performance plutôt que la fin de l'ancienne. À la fin du printemps, le remboursement était en bonne voie, formellement sur le papier, d'une manière qui satisfaisait les avocats, sinon la famille en dessous. Grant parlait à sa mère au téléphone, peut-être 2 fois par mois à ce moment-là. Des appels brefs et prudents qui ne duraient jamais longtemps. Nathalie gardait encore plus de distance, ne rendant visite que pour les vacances, toujours avec Marcus à ses côtés, jamais seule. J'ai vu Eleanor exactement une fois cette année-là après la fête d'anniversaire. Lors d'un rassemblement du 4 juillet, Grant a insisté pour l'organiser principalement pour la mémoire de son père plutôt que pour le confort de sa mère. Elle était plus petite ce jour-là, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le condominium ou l'argent, plus silencieuse. Elle a complimenté ma robe une fois simplement sans en faire quelque chose à propos d'elle-même. Et je me souviens avoir été surprise de voir à quel point cette petite courtoisie ordinaire semblait étrange venant d'elle. Cela fait un peu plus d'1 an maintenant depuis le mariage et presque aussi longtemps depuis la fête d'anniversaire qui a finalement tout fait éclater. Grant et moi avons acheté une petite maison près d'Ardsley Park ce printemps-là, assez proche de son ancien quartier pour se sentir familier. Assez loin du nouveau condominium d'Eleanor pour que la rencontrer par accident ne soit pas quelque chose qui nous inquiète l'un ou l'autre. Je travaille toujours dans le marketing, un nouveau travail maintenant, plus près de la maison, de meilleurs horaires. Nathalie et moi parlons plus que Grant et moi ne l'aurions probablement imaginé. 2 femmes qui ont trouvé une alliance improbable dans un dossier de documents financiers et un escalier qui a mal tourné. Je ne regrette pas la chanson. J'ai retourné cette décision plus de fois que je ne peux le compter, me demandant si une version plus calme et plus mature de moi-même aurait trouvé un moyen plus discret de faire passer mon message, et à chaque fois j'en arrive à la même conclusion. Certaines leçons ne s'apprennent que lorsqu'elles coûtent quelque chose de visible. Eleanor a passé 3 décennies à apprendre qu'une excuse bien placée pouvait annuler presque n'importe quel excès. Elle avait besoin d'apprendre enfin que certains excès ne s'annulent pas, peu importe avec quelle grâce vous essayez de les rattraper par la suite. Ce que j'ai fini par comprendre 1 an après tout cela,
c'est que le cheval n'a jamais été vraiment la blessure. Le cheval était juste le moment où j'ai enfin vu clairement ce qui était déjà vrai depuis longtemps. Que certaines personnes ne peuvent pas faire l'expérience de la lumière des projecteurs de quelqu'un d'autre sans avoir besoin de se tenir à l'intérieur eux-mêmes. Et que les aimer ne vous oblige pas à continuer de leur céder la lumière. J'ai planifié 30 secondes d'humiliation dans un escalier parce que j'avais besoin qu'elle et tous ceux qui se tenaient près d'elle voient ce qu'on m'avait fait ressentir en silence pendant des mois. Ça a marché. Cela lui a coûté plus que ce que j'avais prévu à la fin, une fois que l'argent a été révélé derrière. Mais j'ai cessé de m'excuser auprès de moi-même pour ce résultat. Elle a construit la scène. J'ai seulement choisi la chanson. Il y a une version de cette histoire avec une fin plus nette. Une où Eleanor change complètement. Où les vacances sont à nouveau chaleureuses. Où la femme de ce premier dîner du dimanche s'avère avoir été réelle depuis le début. Ce n'est pas la fin que j'ai eue. Et la plupart du temps, j'ai fait la paix avec ça. Ce que j'ai eu à la place, c'est une belle-mère qui est plus petite maintenant, plus prudente, toujours pas entièrement honnête avec elle-même sur les raisons pour lesquelles tout cela s'est produit. Ce que j'ai eu, c'est un mari qui a enfin vu sa mère clairement à un coup qu'aucun de nous ne voulait payer. Ce que j'ai eu, c'est une belle-sœur qui est devenue de manière inattendue l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance au monde. Je garde les photos de mariage dans un album sur une étagère de notre salon, les bonnes et les étranges, parce que j'ai décidé très tôt que réduire la journée à ses seuls meilleurs moments serait son propre genre de mensonge. Il y a une photo prise du fond du jardin de 40 ou 50 invités tournés dans la mauvaise direction sur leurs chaises, les téléphones levés vers une parcelle vide de l'allée. J'avais l'habitude de sauter cette page rapidement. Maintenant, je me permets de la regarder un moment avant de la tourner. Non pas parce que ça ne pique pas encore un peu, mais parce que c'est vrai, et j'ai cessé d'avoir besoin que chaque chose vraie dans ma vie soit aussi agréable. Grant m'a trouvé en train de regarder cette page un soir de février, et au lieu des vieilles excuses réflexes, il s'est juste assis à côté de moi et a dit doucement qu'il aurait aimé sortir lui-même et la faire descendre de ce cheval avant qu'il n'atteigne jamais l'allée. Je lui ai dit que je l'aurais souhaité aussi. C'était la première fois que l'un de nous le disait clairement, sans l'adoucir en quelque chose de plus facile à vivre, et quelque chose dans la pièce s'est senti plus léger après. La façon dont une blessure se sent plus légère une fois qu'elle a été finalement nommée correctement au lieu d'être pensée autour. Et ce que j'ai perdu sous tout cela, c'est quelque chose que je n'avais pas entièrement nommé jusqu'à ce que je m'assoie pour raconter cette histoire à voix haute. Le jour de mariage ordinaire et sans histoire que je n'ai jamais eu. Pas de cheval, pas d'entrée détournée, juste une allée et un marié attendant au bout et tous les yeux du jardin sur moi. Exactement une fois, exactement comme cela aurait dû être. Je ne récupère pas ce jour-là. Je ne pense pas que je le ferai jamais. Mais j'ai eu quelque chose d'autre à la place, la clarté, et une famille qui a finalement cessé de protéger le confort de la mauvaise personne aux dépens de tout le monde. Certains jours, cela semble suffisant. Certains jours, cela ressemble juste à ce qui restait après que tout le reste est brûlé. La plupart des jours, si je suis honnête, cela ressemble aux deux à la fois.